l'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Il est exactement 15h à Yaoundé. Nous allons parler de nourriture. Oui, de géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie. Eh bien, c'est le livre écrit par Pierre Affar. Souvent réduite à sa seule dimension anecdotique et divertissante, l'alimentation est aussi une puissante arme de domination et de conquête. Élément de souveraineté, enjeu humanitaire, elle est à chaque maillon de la chaîne un outil géopolitique essentiel dans le contrôle des bouches et des esprits, des recompositions contemporaines de nos systèmes alimentaires, rôle fondamentalement joué par une poignée d'entreprises mondialisées. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce sujet nous intéresse. Hervé Akam est avec nous. Bon après-midi, Hervé Akam. Bon après-midi, Jean-Jacques. Bon après-midi aux techniciens. Bon après-midi à toute la famille Royal FM. Bon après-midi aussi à tous les auditeurs là, qui nous suivent les lundis, quand il faut parler un peu du livre. Est-ce qu'on va dire que c'est une émission réservée aux gloutons, car on parle d'alimentation, ou alors c'est une émission hautement stratégique, car on voit tout de suite parler de la géopolitique de l'alimentation? Alors, il faut d'abord souligner que vous savez, le mois de juillet, c'est le mois où on fête un peu. C'est le mois de l'alimentation. Enfin, il y a le jour de l'alimentation, ce sont des 16. C'est vrai qu'on fait avec beaucoup de retard, mais de plus en plus, je crois qu'on commence à prendre au sérieux tout ce qui se déroule autour de l'assiette. Oui. Ça devient de plus en plus important quand on voit un peu la manière dont autour de l'assiette, des pouvoirs s'organisent, les associations s'organisent, et les mobilisations se font autour de l'assiette de nos jours. Oui. Et donc je crois que ça a pris une telle importance que, vous savez, quand il y a des problèmes de nourriture, on disait souvent, vous savez, pour ceux qui ont étudié un peu les premières guerres mondiales, là, que ce soit la première ou la deuxième, on disait souvent que les Allemands gagnaient les guerres parce qu'ils mangeaient très bien. Oui. Il y a des historiens, des géographes qui l'ont dit à plusieurs reprises, que si vous voulez affronter les Allemands, il faut manger 2-3 fois plus, avoir plus de portions à manger qu'eux. Alors donc, je crois que c'est devenu très important, non seulement pour la santé, oui, pour les besoins physiologiques. De bien manger. De bien manger, bien entendu, oui, c'est bien manger. Oui. Voilà. En qualité et en quantité. Bon, alors, la quantité, je crois qu'on va en parler, des problèmes d'abondance aussi. Parce qu'il se pose aujourd'hui des problèmes comment dire ça, de tout ce qu'on jette dans la poubelle, etc. Donc, de plus en plus, on fait attention à ce qu'on jette. On ne jette plus comme on jetait là, parce qu'on en avait un peu trop, et qu'on estimait que ce qu'on avait un peu dans le frigo, à partir du moment où la date de péremption arrive, il faut balancer ça dans les poubelles. Alors, depuis quelque temps, on ne balance plus rien dans les poubelles. On recycle. Il faut recycler à manger. Ou alors donner à ceux qui n'en ont pas, parce qu'en Europe, aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle les maisons, enfin, des sortes des restos du cœur. Des restos du cœur. Avec, oui, effectivement, on offre à manger. Bien entendu, on offre à manger. Effectivement, c'est ces aliments-là qu'on offre à manger aux gens qui n'en ont pas. Et ça, c'est pour montrer aussi la solidarité qu'il peut y avoir entre ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui ont faim, et ceux qui en ont trop. Et ceux qui en ont un peu trop. Et c'est une bonne chose aussi, parce que le monde aujourd'hui, comme il commence à s'organiser de manière assez... Vous savez, comme on constate qu'il y a des puissants, effectivement, qui, au lieu, effectivement... Enfin, pas des puissants, c'est-à-dire des genres d'ambassadeurs qui, au lieu de faire les repas comme on le faisait, de manière un peu traditionnelle, ils le font maintenant avec une telle sophistication que ça coûte aussi pour... le mangeur, c'est-à-dire celui qui va manger. Oui. Et donc, ce qui revient à dire que plus ça coûte plus cher, puis il faut aussi faire des choses un peu moins chères.
Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument des McDonald's un peu partout, comme on en a vu pendant une certaine période. C'est-à-dire que vous avez juste des trucs qui sont prêts à manger, prêts à manger, quoi. Comme on parlerait du prêt à porter. Conserver et manger. Conserver et manger. Alors, il y a eu à un certain moment ici au Cameroun, surtout, des débats sur les hypermarchés, où on pouvait retrouver davantage des produits venant de l'extérieur que ceux qui sont fabriqués localement. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, depuis quelque temps, là, on observe avec l'installation des supermarchés. Par exemple, maintenant, vous avez un supermarché. Oui. Ici, vous avez aussi Carrefour, pas très loin. Alors, les propositions qui avaient été faites à l'époque par le gouvernement, c'est que pour favoriser un peu nos propres paysans, c'est-à-dire nos cultures locales, c'était bien qu'ils aient une vitrine. C'est comme lorsque vous regardez un peu sur Internet, vous verrez qu'on offre un peu c'est un type de repas sur Internet. C'est ce qu'on appelle un peu des repas visualisés ou digitalisés, c'est-à-dire des repas qui créent un peu, c'est-à-dire qui donnent la désirabilité, voilà le mot que je cherchais. Parce que quand on mange un repas, vous le voyez sur un rayon de Carrefour, enfin pour ne pas citer un peu le nom, ça vous donne un peu de confiance parce que c'est une grande surface qui vend des produits souvent bien conservés avec des étiquettes bien faites. De toute façon, on va reparler un peu des étiquettes. Alors donc, on se rend compte que ça fait une marchandise désirée. Alors, beaucoup d'États voulaient effectivement que ces marchandises aussi, nos produits peuvent être aussi achetés dans ces magasins-là. Et ce qui était une bonne chose, et on voit aujourd'hui que, compte tenu des prix, parce que vous avez des haricots beignets, machin, souvent à 1500 francs le prix à Carrefour. C'est une très bonne chose. C'est vrai que ça fait un peu le double de ce qu'on vend un peu dans le quartier, mais compte tenu aussi de la qualité, enfin, des gens qui peut-être l'environnement. Aussi l'environnement. Est-ce que les hypermarchés peuvent nous donner la garantie de ce que les produits qui soient vendus à ces endroits-là, des garanties de qualité, ensuite que les produits soient effectivement frais, parce que de plus en plus ces hypermarchés ouvrent des rayons pour des produits dits frais. Oui, tout à fait. Pourquoi il y a des produits un peu frais? Parce que quand on regarde un peu le voyage des produits depuis la France ou depuis les États-Unis, et il y a des experts qui pensent qu'un seul produit peut faire 6000 km. C'est-à-dire de partir de celui qui transforme. Parce qu'il y a une chaîne de transformation qui est énorme. Vous avez des paysans, vous avez les banques qui s'occupent des problèmes d'acheminement, qui financent. Vous avez aussi les problèmes de stockage qui se posent. Alors, quand on regarde un peu ce produit-là, qui part des États-Unis, parce que des gens l'apprécient, ou bien parce qu'on a trouvé une voie, un marché, alors, le produit peut faire 6 km. Oui. Voilà. Et donc, ces produits-là, souvent, compte tenu du fait que les gens, les Africains, n'apprécient pas souvent ce type de produits parce que c'est des produits qui ont fait un voyage incroyable. C'est pas qu'on appelle souvent, il y a une expression, c'est les spécialistes qui disent souvent c'est le kilomètre de l'alimentaire, parce que ça voyage. Oui. Alors, donc je crois que ces produits, effectivement, ça pose problème pour les Camerounais et les Africains qui ont l'habitude, effectivement, d'avoir quelque chose de frais. Oui. C'est-à-dire quelque chose, parce que le problème, c'est de connaître un peu l'aliment en question. Quand on ne le connaît pas, effectivement, et quand on sait qu'il a fait plus de 6 km pour arriver, par exemple, dans nos assiettes à Yaoundé, alors on commence à avoir des doutes. Est-ce que les produits qui font beaucoup de kilomètres sont nécessairement des produits de bonne qualité? Alors, c'est pourquoi vous voyez de plus en plus... Est-ce que la conservation est de mise? C'est là où se posent un peu tous les problèmes, tous ces problèmes d'autorité sanitaire là. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui manque un peu chez nous aussi, il faut le dire. Parce qu'on avait il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il y a eu une dame du côté d'Obala qui faisait pipi dans le coq. Oui, là, pourquoi elle faisait pipi dans son coquin revendait. Tout un mystère. Ouais. En réalité, je crois que c'est ça aussi, parce que pendant longtemps, vous savez, il y a eu souvent cette rareté un peu d'approvisionnement en termes d'épices.
l'épice, c'est-à-dire les senteurs. Et quand vous voyez tout ce qui vient d'Europe, pourquoi on a créé, par exemple, Cube Maggi? Ça a été fait pour ça, pour donner un peu d'épices, c'est-à-dire on a trouvé que certains repas n'avaient pas les épices. Oui. Mais après, on a constaté que les cubes apportaient plus de problèmes. Oui, en réalité, que de saveurs. Voilà, au départ. Parce qu'on a parlé de certaines substances cancérigènes qu'on pouvait retrouver dans ces cubes-là. Ben justement, c'est parce que, vous savez, vous avez des comités scientifiques en Europe, effectivement, qui travaillent dans ce sens, ce que nous, on n'a pas ici. Ou alors, quand ils existent, on ne les voit pas travailler. Donc, à un certain moment, je crois que ça date même depuis au moins 40 ans, où les cubes maquis sont interdits dans ces pays-là. Oui. Et malheureusement, on les revoit ici. On les vend toujours. Et on les vend toujours. Oui. Mais de plus en plus, comme les gens prennent conscience, effectivement, que ça pose des problèmes. Ou pour la santé, parce que le repas, c'est aussi la santé. Oui. Et il y a des gens qui... Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a juste à côté les dames qui le font, parce que j'ai eu l'occasion de visiter ce qu'ils font. Oui. Vous pouvez y aller, et maintenant, la machine peut vous dire, effectivement, qu'est-ce qui vous va en termes de santé, en termes de qualité de repas, etc. Donc, c'est ça aussi. Hein. Donc, de nos jours, nos corps ont besoin de la qualité un peu du produit qu'on peut nous vendre. Et ce n'est pas vrai qu'on le trouve toujours dans les magasins Carrefour, etc. On peut aussi le trouver un peu dans... chez nous, par exemple dans le sud, vous savez, où les gens sont habitués à manger, on appelle ça manger brousse, c'est-à-dire manger la viande de brousse, etc. Oui. Je crois qu'on l'appelle le vianga. Voilà, le vianga aussi, alors, donc on retrouve un peu... Et là, vous avez aussi ces épices qui souvent manquent. Parce qu'on n'en produit plus, parce que vous savez, quand on regarde un peu les cultures aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose en termes de production des épices, sauf peut-être on a un ami qui produit des épices du côté de Banga, mais très peu. Ça n'est pas très connu, ça n'arrive pas à inonder le marché, même d'abord local. Bien entendu, puisqu'il est obligé de vendre en Afrique du Sud, oui. Donc ça n'arrive pas dans le marché local. Alors, généralement, on dit qu'on mange mieux en ville ou au village. Où est-ce qu'on mange le mieux? Alors, le problème, c'est que quand on regarde un peu la manière dont on mangeait avant, vous savez, souvent, parce que, vous savez, en Europe, par exemple, la viande, c'était une affaire de riches. Les pauvres ne mangeaient pas de la viande, les pauvres avaient droit à la soupe. Oui. Et la soupe avec le pain, sans viande. Oui, sans viande, oui. C'était les ouvriers, les petites gens qui mangeaient un peu sans viande, parce que c'était une affaire de puissants. Quand on regarde un peu les banquets, Platon en parle dans son livre Les banquets. Quand on regarde un peu dans les banquets, c'était une démonstration de puissance. Et quand vous voulez démontrer votre puissance, c'était bien effectivement d'avoir de la viande. Or, chez nous en Afrique, nous on a toujours eu de la viande dans nos plats. Oui. Curieusement. Les gens allaient à la chasse et pouvaient rentrer avec des gibiers. Voilà. Donc ça veut dire que l'Afrique était très bien nourrie. Mais le problème qui se pose maintenant en Europe, pour comparer les deux systèmes culinaires, c'est qu'en Europe, vous avez aujourd'hui... On se bat pour les gaspillages, parce qu'on estime que, comme il y a trop de... On cultive beaucoup grâce à la mécanisation de l'agriculture, etc. Et à la réduction un peu des gens qui travaillent dans les champs. Alors, ça fait que vous avez un peu plus à manger qu'avant. Mais c'est bon, ça n'assure pas, ça ne vous garantit pas la qualité de la bouffe. Or, chez nous, on a cette qualité de la bouffe parce que cette bouffe-là, ce qu'on a un peu, c'est-à-dire le vianga dont on dispose un peu dans nos plats. Oui. Et cet vianga, il ne se dégrade pas aussi rapidement. C'est pourquoi en Afrique, on disait souvent qu'il n'y a pas de gaspillage comme on en a en Europe. Oui. Il y a gaspillage, pourquoi? Parce qu'avec tous ces éléments-là, la spiruline, tout ce qu'on met un peu dans la viande, parce que vous avez Internet, maintenant, on peut vous faire quelque chose par des applications. Oui. On peut vous faire quelque chose généralement, ce sont les organismes je vais dire, génétiquement modifiés. Bien entendu, voilà. On peut avoir un poulet qui a été élevé dans des conditions où on a mis des hormones, sans tête, sans pied, etc. Mais c'est ce qui se passe en Europe. Vous savez, quand j'étais aux États-Unis, là, je demandais aux enfants, là, mais est-ce que vous avez déjà vu un poulet? Ils me disent, oui, on a vu un poulet, mais où? Dans un magasin. Oui. Et dans ces magasins-là, que vous avez des poulets qui n'ont pas de pied. Vous avez quoi? Oui, alors ces jeunes, ces enfants se représentaient le poulet sans tête, sans pied, ce qui est extraordinaire, incroyable. Alors, donc, je crois qu'il y a
chez nous, heureusement, hein, nous on sait. On peut voir des poulets. On peut voir des poulets. Alors aujourd'hui, conserver les aliments, c'est aussi tout un challenge. Dans nos maisons, nous avons fièrement des congélateurs, réfrigérateurs. À l'intérieur, on peut mettre de la viande qu'on a achetée au supermarché, du poulet. C'est vrai qu'on a essayé de combattre ce qu'on a appelé les poulets congelés, mais ça revient de plus en plus. Donc fièrement, on conserve des aliments pendant 1, 2, 3, 4 semaines, peut-être des mois. Est-ce que finalement, là, il n'y a pas quelque part des problèmes de santé qui vont arriver? Bon, alors, justement, parce que vous savez, dans la tradition africaine, est-ce que les Africains avaient des frigidaires avant pour conserver à manger? Non, pas du tout. Ils avaient un système de fumage. Par exemple, le poisson, on le fumait et on pouvait le garder autant de temps qu'on voulait, qu'on pouvait. Mais maintenant, on garde un peu les frigos, on le garde un peu dans le frigo. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous ouvrez le frigo, il y a un virus, les virus qui se baladent, qui rentrent, etc. Oui. Et donc, ça peut, comment dire ça, apporter une sorte même au niveau un peu des saveurs. Un poulet qu'on retrouve dans le frigo pendant un mois, il n'a pas la même saveur. Oui, c'est plus la même saveur. Alors, puisqu'on parle de saveur, prenons cette saveur-ci. With MTN, let's return Cameroonian football to its glory. MTN, for the passion of football. So, what are we doing today? Cette saveur-là, c'était de la publicité, le service commercial. Ça fait pratiquement... c'est entre dans la même dynamique. Alors, je disais, oui. Aujourd'hui, la question de la conservation. Lorsqu'on allait au village, j'observais nos grands-mères remuer le sol pour garder quelquefois le manioc, la patate, qu'on conservait sous la terre. Et ça pouvait rester là pendant plusieurs jours. Oui, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes habitués à conserver ça dans les frigos, les petits réfrigérateurs. Et là, vous avez dit, il y a des microbes qui peuvent effectivement s'entasser parce que c'est juste congelé. Tout à fait. C'est-à-dire que ça ne supprime pas l'avancée des microbes, ça condense simplement jusqu'au moment décongeler tout cela. Oui, et c'est pourquoi effectivement, quand on regarde très bien la cartographie des maladies dues à la mauvaise alimentation, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la gastro-entérite, que les gens ont tout le temps. Tout à fait. Vous pouvez l'attraper du jour au lendemain sans que vous sachiez effectivement. Vous l'avez eu. Oui, moi-même je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Donc, je crois, et c'est ça le problème avec comment dire ça, la mauvaise conservation de tous ces viandes, des aliments. Hein. Donc, alors qu'à l'époque, on n'avait pas un peu ce problème, puisque, vous savez, quand on regarde un peu cette cartographie un peu des genres de phényl, où on pouvait, des endroits où on pouvait garder un peu la viande. Soit on séchait la viande, parce que la plupart des Africains mangeaient la viande séchée, bien séchée. Il y a encore ces techniques qui existent, mais même si elles ont tendance un peu à disparaître. Voilà. Et puis en plus, quand vous voyez ces techniques-là, elles permettent grâce effectivement à ces épices, tu vois, conserver, parce qu'il y a des épices qui font en sorte que vous pouvez conserver le parfum initial, le parfum d'origine de cette viande-là. Or, malheureusement, ces épices commencent à manquer, ce qui fait que, avec ce qu'on a en Occident aujourd'hui, parce que vous savez, l'Occident part son soft power, parce qu'il s'agit aussi de soft power. Donc, ils nous vendent des instruments, des appareils, et ils vous disent que ces appareils sont en mesure, effectivement, de conserver avec la même intensité ce que la viande dont nous disposons avant, ce qui n'est pas vrai en réalité. Parce que quand on regarde un peu les petits trous qu'on creusait pour garder un peu, conserver un peu même le mil, il y avait le grenier. Il y avait le grenier aussi. Oui. Il y avait le grenier avec des températures fait autour de la terre battue ou des briques, etc., qui permettaient effectivement de bien conserver un peu toute cette viande. Alors, c'est important de dire aujourd'hui, on consomme beaucoup plus des conservés, que ce soit du lait, c'est conservé, on prend tout dans les conserves. Et il y a un nouveau phénomène qui s'est introduit, c'est les épices, un peu sous forme de poudre. Alors, ce sont des éléments chimiques qu'on ne maîtrise pas véritablement, on ne connaît pas véritablement leur provenance, puisque c'est facile d'usage. Généralement, les femmes achètent ces petits sachets
et mettre dans la nourriture. Voilà autant d'éléments quand même qui peuvent amener à comprendre que l'alimentation aujourd'hui doit être surveillée. Est-ce que c'est nécessairement le cas? Oui, bien entendu. Vous avez parlé tout à l'heure de conserve. Vous savez, quand on commence à parler de conserve au XVIIIe siècle, regardez un peu la plupart des militaires qui allaient au combat, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la logistique, de ce qu'on transporte pour amener au front. Alors, dans cette logistique-là, il fallait bien entendu faire des choses qui pouvaient durer. Aujourd'hui, on parle d'aliments durables, etc. Effectivement, ça a commencé par là. Donc, les sardines, on devait les conserver. En réalité, c'était le symbole, effectivement, d'une transformation un peu de l'assiette par des besoins liés, effectivement, à la guerre. Donc, on a commencé à faire des sardines, on a commencé à faire des choses. En bois, tout était, à mon avis, tout était pratiquement fait de manière à aller vite pour donner à manger aux soldats qui étaient au front. Ça, c'était quelque chose et c'est là où on voit la naissance un peu des conserves. Oui. Ceci dit, maintenant, aujourd'hui, ça ne résout pas complètement tous les problèmes, parce que vous savez, ça a posé aussi beaucoup de problèmes aussi. Après, quand les guerres se sont terminées, il fallait maintenant reconstruire les entreprises à l'époque destinées à l'alimentation. Et là, il fallait bien entendu trouver tout ce qu'on dit, tous ces grands ingénieurs là, parce que avant vous n'avez pas d'ingénieurs dans l'agriculture. C'était des pauvres paysans qui allaient. Il a fallu maintenant trouver des ingénieurs. Il a fallu trouver des machines-outils. Il a fallu trouver les financements, c'est-à-dire l'argent, parce que effectivement, quand on regarde un peu la plupart de ces multinationales là, qui sont propriétaires de ces produits-là, on se rend compte effectivement c'est toute une chaîne très puissante, souvent qui mais même de côté, ceux qui revendent même. Oui. Et c'est là où se pose le problème, effectivement, de notre assiette qui prend un peu, de plus en plus des éclats, un peu de souillure, parce qu'effectivement, tout le monde s'y met. Heureusement, quand même, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, quand on regarde aussi les gens qui font de la cuisine aujourd'hui, mais c'est des très grands cuisiniers. C'est-à-dire, c'est des gens on les appelle les cordons bleus, etc. Il y a des noms célèbres. C'est tout un art. C'est tout un art aujourd'hui. Il y a des compétitions, des grands prix. Il y a des grands prix. Et de la cuisine. C'est la raison pour laquelle les femmes on a chassé les femmes de ce métier. Parce maintenant, les hommes sont entrés dans l'affaire. Bien entendu, parce que c'était un métier de femme avant. Maintenant, il n'y a plus de femmes. Quand on regarde la plupart des grands cuisiniers, que ce soit à Paris, que ce soit à Tokyo, que ce soit au Pérou, même au Cameroun, aujourd'hui, il y a très peu de femmes. Alors, puisqu'on parlait de géostratégie de l'alimentation, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, en ce qui concerne certaines matières, prenons le cas du blé, est-ce qu'on ne développe pas volontairement une certaine dépendance pour assurer, parce que le pain aujourd'hui a besoin du blé, et pourtant il existe des alternatives qu'on peine toujours à matérialiser dans des pays comme le Cameroun, où on a très souvent parlé du manioc, la farine de patates qui pourrait être utilisée pour la fabrication. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de maintenir le monopole dans le secteur par certains pays? Eh bien, je crois que c'est ça ce paradigme capitaliste qu'on dénonce aujourd'hui. Savoir que dans les territoires de production, parce que vous avez les territoires de production et les territoires de consommation. Et dans ces territoires de production, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la plupart des gens, des pays développés, qui ont commencé à un certain moment à entraîner les gens dans un régime de consommation qui n'avait rien à voir avec un régime de consommation. Donc, le pain. Vous voyez que le pain a remplacé, par exemple, le manioc, a remplacé le plantain, c'est-à-dire qui était même et le pain à la base. Sur toutes les tables, très tôt le matin. Voilà, il y a du pain. Voilà. Donc, je crois que c'est ça, c'est cette transformation qu'on a observée pratiquement depuis le XXe siècle, où effectivement, on a commencé avec le fait qu'on utilisait la farine, vous savez, quand on ne peut pas utiliser la farine de manioc, c'est-à-dire notre manioc qu'on envoie à l'étranger, bien quand même produisent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise souvent la farine d'insectes. Vous savez, il suffit sur sa part d'écraser des insectes, vous les écrasez et vous avez de la farine. Oh là. Donc, vous savez. C'est pas uniquement du blé. C'est du blé aussi. Donc on mélange aussi dans le pain, etc. Donc ça fait que vous avez une sorte
comment dire ça, je ne dirais pas que c'était c'est une technologie qui a apporté grand-chose, mais en réalité, ça a tout simplement bouleversé un peu le sang des goûts. Parce que, puisque quand vous mettez la farine d'insectes dans le pain, ça ne ressemble plus au pain. Alors, récemment, on a quand même eu une polémique autour d'une marque de riz au Cameroun. D'une marque de riz, on a estimé que ce n'était plus de bonne qualité, mais le riz était vendu. Est-ce que le Cameroun dispose de suffisamment de moyens pour contrôler tout ce qui entre en termes d'alimentation? D'autant plus que les Camerounais sont plus heureux de manger du camembert qui vient de France, de manger du chocolat qui vient d'Italie, ou bien des pâtes alimentaires, en se disant oui, je peux manger ce qui vient de très loin. Bon, je crois que c'est le problème qui se pose là. Hein. Ça se pose en termes. Vous savez, il y a un grand cuisinier qui disait ouais, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, quoi. Alors, donc, vous avez dans le dis-moi qui tu es, vous avez une certaine classe aussi un peu bourgeoise chez nous, effectivement, du fait des voyages, du fait aussi d'apprécier d'autres types de plats. On commençait effectivement à manger un peu ce genre consommer ce genre d'aliments qui venaient d'ailleurs. Bon, ça a été aussi considéré comme une mode. À l'époque, quand on mangeait des pâtes, ça faisait un peu bourgeois à l'époque. Donc ça voulait pas dire qu'on abandonnait un peu notre manière de manger, mais ça voulait dire qu'on voulait aller au-delà d'autres saveurs. Parce que vous savez, dans la cuisine ne doit pas être statique. Oui. C'est-à-dire, on ne doit pas reproduire. Il faut varier. Il faut varier, bien entendu. Oui. Même quand on fait, moi je vais souvent dans des restaurants où on fait le pilé, mais c'est pas le pilé qu'on faisait il y a 4 ans, 5 ans. Il y a des choses qui sont améliorées. Pilé commercial? Bon, disons, c'est devenu un pilé beaucoup plus, avec plus d'arômes, avec plus de saveur, hein, avec plus de, comment dire ça, plus de puissance, même pour utiliser une expression littéraire. Alors, donc, je crois que c'est ça aussi. Donc, on va souvent vers, c'est ce qu'on appelle un peu l'apport-import. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez quelque part, hein, et ça c'est passé, on l'a vu au début du XVIIIe siècle. Les tomates, par exemple, vous les avez vues aux États-Unis. C'est là où on a commencé. Hein. Le maïs aussi, le tabac. Oui. En Europe, qu'est-ce qu'ils avaient? Vous avez tout simplement de fruits. Et en Afrique, vous avez effectivement ce qu'on appelle les plantains, etc. Et donc, le fait que les gens aient émigré ailleurs, ils ont commencé effectivement à découvrir ce que c'était le maïs. Donc, on a commencé à manger le maïs à partir de là. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que quand vous regardez, par exemple, aux États-Unis, il y a une consommation incroyable du maïs. On le transforme comme une sorte, souvent comme des sortes de pain, etc., même de couscous, de riz même, etc. Donc, je crois que c'est ça. Ce sont ces migrations-là qui ont permis, effectivement, d'avoir aussi, que les gens améliorent même leur propre repas. Et on l'a vu en Afrique. Regardez un peu, moi je connaissais, quand j'étais aux États-Unis, je connaissais un Nigérien qui vendait effectivement les repas nigériens là-bas. Mais malheureusement, son cas, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, dans les années 87, c'est que quand il vous vendait il vendait des repas en fonction de la couleur de la peau. C'est-à-dire quand vous êtes un noir, il vend un prix, et quand vous êtes blanc, il vendait un autre prix. Oui. Bon, et ça, c'était aussi pour demander aux blancs de l'encourager dans ses recettes qu'il trouvait. Et lui, c'était aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des ambassadeurs. C'est-à-dire que, vous savez, on finance les gens. Malheureusement, on ne finance pas les cuisiniers, les grands cuisiniers chez nous. C'est-à-dire quand vous êtes un grand cuisinier, la ligne de 74 qu'on vient de supprimer là, il faudrait donner cet argent aux grands cuisiniers pour qu'ils puissent inventer des nouvelles saveurs. C'est là où les problèmes de financement se posent souvent pour les grands chercheurs ou les grands cuisiniers. Il faut les aider. Et quand on ne les aide pas, comment, ils ne peuvent pas être des ambassadeurs. Ils seront aussi comme d'autres cuisiniers anonymes dans la ville, etc. Alors qu'en réalité, c'est des génies, c'est... je ne sais pas, vous devez savoir que souvent lors des défilés du 14 juillet en France, on récompense souvent des cuisiniers. Tout à fait. Non, ils reçoivent des médailles. Alors, c'est grâce à leur trouvaille. Alors, grâce aussi, effectivement, à ces emprunts apports. C'est-à-dire, vous m'apportez... En Afrique, on vient chercher quelque chose, et en Europe aussi, on essaie de m'aider, et c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer finalement que les Camerounais préfèrent ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle le tourne-dos?
C'est-à-dire que la restauration facile, en bordure de route, au lieu d'aller peut-être dans des restaurants UP, où il y a quelques garanties qui sont quand même assurées en termes de propreté, sur le plan sanitaire, la conservation peut-être des aliments. Alors, qu'est-ce qui amène les gens à manger simplement en bordure de route? Moi, je pense qu'il y a un phénomène nouveau là, qui échappe beaucoup aux sociologues, qui échappe même souvent aux ethnologues. On ne l'a pas assez étudié, c'est normal. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les aires de chalandise. Les aires de chalandise, c'est quoi? C'est que vous allez trouver le client là où il se trouve. Oui. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, moi je vois souvent dans des villages, quand les gens veulent bâtir une maison, veulent construire quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des femmes qui viennent s'installer à côté parce qu'ils savent que ces gens qui construisent la maison là, ils auront besoin de s'alimenter. Ils auront besoin de s'alimenter. Et qu'est-ce qu'on fait? On va. Alors, je crois que c'est même une technique qui a été inventée par les Africains, parce que je le vois ces derniers temps. Or, c'est maintenant que les Blancs découvrent un peu cette affaire d'air de chalandise, puisque vous voyez bien que là où il y a Carrefour, Santa Lucia, etc., vous avez aussi une clientèle qui n'a pas besoin d'aller jusqu'à Mokolo, ceux qui sont à Mandon, pour aller acheter. Alors, je vais prendre peut-être un exemple simple. Vous verrez que devant les poissonneries, des grandes poissonneries, il y a des femmes qui ont décidé de venir installer à côté tomates et autres condiments qu'on peut utiliser directement pour la cuisson du poisson. Mais tout à fait, ça correspond un peu, c'est cette logique d'organisation, enfin du périmètre. Là où on vend des produits, parce que c'est ça que l'Afrique, c'est là où l'Afrique s'adapte très bien. Ou bien peut-être parce que c'est elle qui a inventé un peu ces méthodes-là. C'est-à-dire aller là où, effectivement, on sait que quand une femme passe, là, elle prendra la tomate. Là où elle passe, elle prendra parce qu'elle n'a pas besoin forcément d'aller au marché. Avec la cohue qu'on a, souvent les désordres qu'on a, souvent des gens qui vendent au bord de la route, etc. Bon, on peut transporter le marché là où effectivement on sait qu'on ne peut pas se passer de la viande, par exemple. Vous savez, en Europe, souvent, moi je m'appelle, il y avait des moments où quand il n'y a pas de viande, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une cuisine avec des œufs à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de viande, parce que la viande ça coûte très cher. Quand on regarde un peu souvent les prix de la viande dans ces pays-là, le kilo, ça fait beaucoup d'euros, alors que le kilo de riz ici, les gens s'en plaignent, mais c'est un très bon prix. Vous avez à 3500, vous avez un bon kilo de viande. Or, donc, c'est ça, là où on ne peut pas se passer de viande, c'est là où il faut venir installer tous ces... Merci Christian, bonne soirée également. Alors, Akam, il avoue qu'au Cameroun, ça dépend. Peut-être qu'on a tourné le dos à l'alimentation, on pourrait l'appeler bio. Oui, mais ça revient à l'alimentation bio. Quand bio, ça veut dire quelque chose qui est frais. Oui. Parce que sans conservateur. Voilà, exactement. Parce que, sans additifs. Il y a deux éléments qu'il faut apprécier un peu sur les repas. Besoin physiologique. Et maintenant, il y a aujourd'hui un peu ce que l'auditeur Christian, Christian, voilà, n'accepte pas, c'est que le repas est devenu une sorte de concept. Et vous savez, dans le concept, c'est un problème d'interprétation, c'est-à-dire il faut voir maintenant si dans ce concept-là, on met de la valeur, si on met, comment dire ça, le désir, effectivement, de soumettre toute la population dans ce type, dans cette logique, effectivement, d'organiser un peu le ventre du mangeur. C'est ça. Or, les Européens, ils sont dans cette logique. Nous, on n'est pas dans cette logique. On est dans la logique, effectivement, de manger pour les besoins physiologiques. Et puis, j'allais apporter aussi un autre détail. Quand on regarde bien, moi, je regardais un peu... quand je suis rentré au Cameroun, alors, moi, j'avais l'impression que... C'est vrai que je suis resté un peu trop longtemps en Europe. J'avais l'impression que quand je regardais un peu les films, il y a un clip qui est passé là sur Michael Jackson qui parlait de la faim en Éthiopie, j'ai oublié le nom du clip là, Walls, quelque chose comme ça, où on parlait effectivement, quand on regardait un peu les images, on en voyait des Africains tout maigres, amaigris, etc. Ça faisait même peur, on se demandait, mais mon Dieu, qu'est-ce que ces gens mangent? Ne mangent-ils pas? Voilà. Oui. Et c'était une chanson de Michael Jackson. On regarde aussi en Europe, on voit totalement l'opposé. On voit qu'il y a des problèmes d'obésité quand même. Tout à fait, oui. Bon, on va en parler. Oui. Bon, c'était pour dire que quand on regarde très bien, en réalité, les gens ne sont pas aussi maigres que ça en Afrique. Sauf qu'effectivement, quand il y a des problèmes de sécheresse, quand il y a des problèmes de guerre, là, on voit.
Mais en revanche, quand on fait une étude un peu sérieuse, même à Yaoundé, vous pourrez vous mettre là devant la porte, vous verrez pas, aujourd'hui, j'ai dit bien aujourd'hui, vous verrez des gens qui ont minimum 1m70, alors qu'avant, quand on regarde très bien, vous avez des gens avec 1m40. C'était pas seulement un problème morphologique, c'était aussi un problème du fait que ceux qui mangeaient n'avaient pas la consistance qui était nécessaire. Donc, les gens grandissent, ils poussent. Les Camerounais aujourd'hui, quand on regarde un peu leur taille, ils doivent avoir minimum 1m75. Hein. C'est-à-dire qu'ils mangent bien donc. Bon, oui, ça veut dire qu'on commence à bien manger. Équilibré. Ouais, puisqu'on a apporté quand même l'apport a beaucoup aidé dans le fait que les Camerounais aujourd'hui sont devenus un peu plus grands, plus costauds et très peu d'obèses aussi. Mais généralement, on disait que les Camerounais, je veux dire les Africains, de nature étaient costauds, solides, parce qu'ils avaient l'habitude de manger des aliments qui permettaient effectivement de renforcer aussi bien leur système immunitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de se lever le matin, de prendre un petit déjeuner avec le lait, du pain, manger un après-midi, je sais pas, les pâtes alimentaires venues d'Italie, ou bien de manger autre chose. Alors, est-ce que finalement, ce chamboulement, ce basculement, n'aura pas participé aussi à fragiliser le système immunitaire? Je prends des démonstrations. Aujourd'hui, on a plus de personnes diabétiques, on a plus de personnes hypertendues, on a quand même plus de personnes qui sont en surpoids, même si l'obésité, ce n'est pas... C'est pas un problème politique publique au Cameroun, bien entendu, que par rapport aux États-Unis, effectivement, où 2 personnes sur 4 a des problèmes de surpoids. En Afrique, pas encore quand même. Hein. Souvent, les gens vous disent que quand le ventre commence, quand le gros ventre commence à apparaître, les gens vous disent, parce que chez nous, c'est un signe aussi d'embonpoint. D'opulence. Oui, d'opulence, bien entendu. Vous vivez bien. Vous vivez bien. Mais alors, bon, c'est ce langage un peu qui change. Les gens vous diront, attention, non, c'est le mauvais ventre. Voilà l'expression qu'on utilise souvent couramment. Le mauvais ventre est en train de sortir. Le mauvais ventre. Ça veut dire qu'ils sont en train ils mangent quelque chose, effectivement, qu'ils ne devaient pas manger. Et là, les gens eux-mêmes prennent conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas l'hôpital qui prend conscience, effectivement, que vous avez un mauvais ventre. C'est vous-même. Donc, je crois que les gens, même à l'intérieur, dans leur perception un peu du ventre et des repas, ils ont une perception, effectivement, qui est de dire, bon, voilà, on prend le mauvais chemin, on prend, effectivement, le chemin qui n'est pas bon, ou la personne qui prépare ce repas, effectivement, qui leur est destiné, n'est pas un repas, effectivement, qui correspond à ce qu'il aurait pu manger s'il avait été, effectivement, dans l'ancien système, dans l'ancien régime alimentaire, c'est-à-dire dans le régime traditionnel, dans ce qu'on appelle un peu dans notre anthropologie culinaire. Donc, il y a un peu ce problème qui se pose. Et les gens en prennent conscience. On n'a pas besoin effectivement d'aller comme là, parce qu'on va vous parler d'épigénétique, c'est-à-dire on va vous analyser, on va vous dire, l'ordinateur va vous dire, l'intelligence artificielle va vous dire, il faut manquer un peu ceci et ça. Non, c'est vous-même qui prenez conscience. Et vous faites. Or, c'est ça un peu l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'une machine pour que la machine lui rende compte de son état de santé. Il faut donc faire attention, manger équilibré, faire attention à son poids. La qualité des aliments qu'on consomme, c'est pas nécessairement parce que ça sort du supermarché que c'est de bonne qualité. On a d'ailleurs vu en première découverture du livre ce hamburger dans les boulangeries au Cameroun. Ça peut parfois durer plusieurs jours avant de pouvoir les consommer avec la salade. Et toujours est-il que quelquefois, si vous demandez à la boulangerie depuis combien de temps tel produit est sorti du four, rares sont ceux qui vous diront exactement le nombre d'années, et peut-être c'est une information qui est quand même capitale. Il y en a qui ne veulent pas avoir des produits qui ont dormi, il y en a qui veulent avoir des produits faits là tout de suite. Bah justement, c'est ça, ça rentre un peu dans ce que l'on appelle le système normatif, inventé par les Européens, pour nous faire consommer un peu ce hamburger. Et parce que c'est une tradition chez eux, c'est-à-dire, ils estiment que comme on a robotisé les entreprises, comme on a automatisé, c'est-à-dire, on peut produire autant qu'on veut. Et vous verrez que souvent dans ces, par exemple à New York, quand des gens font leur pause, où est-ce qu'ils vont récupérer? C'est dans les McDonald's. Tout à fait. Et la plupart de ces gens-là, quand ils en ressortent, effectivement, c'est avec ces maladies provoquées par les McDonald's. Parce que vous avez un peu de tout, là, vous avez, même souvent, il arrive, par exemple, ces boissons-là qu'on nous abreuve aujourd'hui. Il y en a beaucoup maintenant. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a souvent des cannabis là, dans les boissons énergisantes là. On met du cannabis dedans.
Ça, il faut le dire aux gens. Alors, si on met du cannabis dans ce genre de machine... Donc on drogue en fait quelquefois... Vous êtes drogué, hein, finalement. Est-ce que ceux qui dominent un peu, enfin ceux qui croient maîtriser nos ventres, est-ce qu'ils veulent qu'on devienne aussi comme les Américains, c'est-à-dire des gens drogués? Parce que quand vous devenez accro au cannabis qu'on met dans vos boissons énergisantes, et vous allez en demander tous les jours parce que vous pensez que ça vous apporte la force, en réalité ça vous affaiblit. Et après, on développe une certaine dépendance. Et vous développez, bien entendu. Vous êtes désormais presque conditionné par la consommation de telle ou telle autre boisson parce que vous avez l'impression que la boisson en question vous donne plus d'énergie, vous booste. Voilà. Alors, Hervé Akam, je crois que pour cette première partie, on va... Alors, s'il fallait retenir quelque chose, en définitive, sur ce livre que vous avez lu avec certainement beaucoup d'attention, Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie, que faut-il retenir fondamentalement? Moi, ce que je retiens, c'est que je trouve de plus en plus en Europe, c'est pas le cas chez nous, hein. Les gens commencent à créer des petites entreprises agricoles. C'est-à-dire ce qu'on appelle un peu le rural. Ils créent des petites entreprises, ils font des œufs bien faits, et qui vont vendre aux petits, dans des... Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un peu des... Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en Europe les commerces de bouche? Oui. C'est-à-dire comme nous on appelle ici épicerie. Où on vend des petits produits comme ça. Et ça, c'est destiné évidemment à ces petites entreprises agricoles qui prennent conscience que eux, ils peuvent rentrer dans le... Parce qu'il y a un besoin. Oui. Ouais, parce que les grandes entreprises, effectivement, ne font pas ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils entrent dans ce créneau et dans ce marché, ils commencent à alimenter. Et ce qui marche aussi. Or, nous, on avait un peu ces petites... On appelle ça aujourd'hui les petites entreprises qui font de la subsistance, économie des subsistances. Mais c'est pas vrai. C'est économie bio aujourd'hui. C'est vrai qu'on change un peu le langage, mais c'est bien compris que c'est l'économie bio aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce sujet assez intéressant et d'ailleurs préoccupant. L'alimentation, bien manger, savoir manger, et peut-être qu'à côté de la bonne alimentation, il faut ajouter un peu de sport. Parce que si on consomme, il faut en même temps évacuer. Et peut-être la meilleure façon de le faire, c'est de faire un peu de sport, de ne pas totalement rester... Et puis, il y avait, je crois que ça existe toujours... cette petite phrase qu'on balance chaque fois lorsqu'il faut faire la publicité, surtout à les chaînes de télévision, manger, bouger. Il faut manger et bouger. Oui, bon, c'est ça, manger d'abord. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous avez une expression, c'est des expressions qu'on utilise beaucoup, mais malheureusement qui ne sont pas étudiées par des sociologues, par des philosophes, etc. Les Africains disent toujours on ne mange pas seul. Quand vous commencez à prendre du poids, on dit tu manges seul, hein. Donc il faut faire attention. Ça veut dire que le repas se partage. C'est une communauté de bouche, une communauté culinaire, parce que vous retrouvez un peu votre identité. Ceci dit, maintenant, il y a aussi ce mouvement qui peut se créer, c'est-à-dire quand on vous invite, c'est aussi une sorte de sport, c'est-à-dire quand vous allez manger chez le voisin, le temps qu'il faut passer dans le taxi, parce qu'aujourd'hui les gens habitent à 2-3 km l'un de l'autre, etc. C'est aussi une sorte de manière de digérer un peu ce qu'on a mangé après. Allez, merci Hervé Akam. Merci. The time is 4 p.m. Orange is giving out 1,000 school grants to prepare back to school without stress. Dial #111# or go to Max It to benefit. Orange is here. Pourquoi j'ai